La lettre de mission que j'ai reçue du président de la République s'articule sur 3 aspects: le social, l'économie et le politique. À la suite de cela, il appartient au Premier ministre, chef du gouvernement, d'adresser des lettres de mission aux membres du gouvernement. Ce qui a été fait hier. Et à travers ces lettres de mission, c'est beaucoup plus insisté dans les orientations pour les mois à venir. D'une part, de s'atteler aux questions d'ordre institutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel, bien entendu, l'enrôlement et l'organisation de tout ce processus qui est très important sur le plan politique. Mais l'aspect le plus important de notre travail, c'est la transformation économique de la Guinée. Cette transformation économique n'est pas faite pour une période de politique limitée, mais en d'autres termes, c'est jeter les bases permettant à un pays comme la Guinée, qui regorge de ressources, d'abord de ressources humaines, de ressources géologiques, de ressources en eau, de pouvoir démarrer. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 50, la Guinée était prédestinée à être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, pour des contingences historiques, politiques et autres, ça n'a pas pu être le cas. Aujourd'hui, la question se pose autrement. J'aurai l'occasion, à travers vos questions et à travers mes réponses, d'insister davantage sur cet aspect. Mais pour réussir la transformation économique, ce qui est le plus important, c'est la ressource humaine. Parce que, quelles que soient vos ressources, si vous n'avez pas la principale ressource, qui est la ressource humaine de qualité, il va de soi que vous ne pourrez pas faire grand-chose. Avoir des hommes, avoir des femmes, en nombre, c'est bien. Et je suis persuadé que la Guinée regorge d'hommes et de femmes de talent. Mais pour que cela puisse permettre à une collectivité humaine de pouvoir utiliser ces ressources dans le bon sens, il faut une bonne organisation. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un monde en silo, c'est un monde en réseau, dans le sens le plus positif du terme. Nul ne peut réussir uniquement par lui-même. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui se donnent la main, qui travaillent en équipe et qui coordonnent leurs actions avec une vision imprécise. C'est à ce niveau-là que nous, Guinéens, nous avons à faire des efforts pour apprendre à travailler ensemble, à mutualiser nos énergies, nos compétences, nos intelligences pour atteindre le but que nous nous définissons ensemble. Dans ce cadre, le président de la République a fixé la vision et les objectifs à atteindre. Il m'appartient en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir organiser le reste des membres du gouvernement pour atteindre les objectifs à moindre coût et de la manière la plus, j'allais dire, la plus intelligente, la plus pragmatique possible. Tout cela, pourquoi faire? Accumuler des richesses? Les richesses pour des richesses, ça n'a pas de sens. Parce qu'en définitive, ce qui est le plus important, c'est la ressource humaine, c'est l'homme, la femme, l'être humain. D'où le troisième pilier de ma lettre de mission, c'est le social. Travaillons ensemble, valorisons nos ressources, nos compétences
pour créer de la richesse, créer de la valeur, donner du travail, sortir la grande majorité de la population de la pauvreté pour que les gens puissent vivre mieux dans un environnement et un cadre de vie décent et en conformité avec ce qui peut permettre de toujours améliorer la suite. Donc, grosso modo, les lettres de mission qui ont été distribuées s'articulent sur ces trois aspects en prenant en compte les réalités locales que nous avons découvertes et que nous avons, dans une certaine mesure, mieux vues à travers les immersions gouvernementales qui ont été organisées en février, en mars et au mois d'avril dernier. Ça, c'est le premier aspect de ce que j'ai à communiquer avec vous. L'autre aspect qui est très important également, c'est les nouvelles stratégies économiques que nous sommes en train de définir. Nous sommes en train d'assainir le cadastre minier. L'assainissement du cadastre minier, ce n'est pas simplement un assainissement en quantité, mais c'est un assainissement permettant de mettre en œuvre une nouvelle stratégie du développement minier pour qu'il y ait une transformation de nos ressources sur place pour une création de valeur ajoutée beaucoup plus importante et qui permettra de hisser le pays dans une dynamique industrielle et non pas dans une dynamique d'économie de rente uniquement basée sur les ressources minières de base. Cet aspect est de loin très important pour l'avenir de la Guinée. L'autre aspect que j'aurai à développer avec vous, c'est surtout le contexte de ces mesures qui doivent nous permettre d'asseoir une économie diversifiée, mais également avec une gouvernance vertueuse qui prend en compte l'indispensable nécessité de réformer nos rouages économiques, réformer notre manière de faire, et c'est dans ce cadre que s'inscrit, par exemple, les réformes et les programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre et notre recherche du programme avec le Fonds monétaire international. Mesdames et messieurs, voilà en d'autres termes les aspects que je souhaite développer avec vous, parce que nous estimons au niveau du gouvernement que la culture économique n'est pas suffisamment partagée. On s'intéresse beaucoup plus à des aspects périphériques et les aspects essentiels que constituent les questions économiques ne font pas l'objet de partage, d'échange et de discussion. Or, dans la phase actuelle, il est important de mobiliser tout le pays pour que ce que nous sommes en train de faire, que ce soit le programme Simandou 2040, que ce soit les réformes à mettre en œuvre, les décisions politiques qui sont engagées, que cela puisse être compris, partagé et accompagné par l'écrasante majorité de nos compatriotes. Et c'est par ce biais-là que la vision, le but assigné sera une vision et un but partagé par l'écrasante majorité. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que nous sommes heureux de vous retrouver ici et nous livrons à vos questions qui, j'espère bien, permettront davantage de faire en sorte que la grande majorité comprendra dans quel sens la vision du président et les orientations et les pratiques que le gouvernement entend mettre en œuvre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci de l'opportunité que nous offrez à nous adresser à vous dans le cadre d'une conférence de presse. Je me nomme Ismaël Kamara. Je travaille pour le journal Le Punch. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais je vais me limiter à deux. La première, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'assignation des lettres de mission aux différents membres du gouvernement. Vous avez noté le nombre de piliers, 3 piliers politiques, social et économiques. Et ma question est de savoir, dans ces lettres de mission, quels sont les aspects précis prioritaires
auxquelles vous tenez tant et qui peuvent être mises en œuvre dans un court terme avec un impact fort pour la population guinéenne. Je ne sais pas si je peux enchaîner. Merci. Bon, vous savez, où est-ce que nous en sommes? Nous voulons une économie diversifiée. Cela veut dire une économie diversifiée avec plusieurs types de production, de chaînes de valeur, que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans le secteur industriel, que ce soit dans le secteur des nouvelles technologies, l'artisanat, même la culture, tout cela, c'est un écosystème qu'il faudra mettre en place. Mais pour que cela puisse être, qu'est-ce qui nous manque? D'abord, la circulation des biens et des personnes. Donc, il faut désenclaver le pays. Il faut des infrastructures routières. Ça, c'est une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture s'il n'y a pas des voies de désenclavement, des infrastructures pour permettre à tout le monde d'accéder là où on cultive pour tirer les produits et les faire, de les orienter vers les marchés, soit de transformation ou des marchés de consommation. Donc, les infrastructures. Le monde d'aujourd'hui, c'est aussi un monde où la connectivité est essentielle. Tout va à une telle allure que vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte cette compétition sur le plan international. Donc, nous aussi, développer la connectivité, digitaliser l'essentiel des activités susceptibles dans le contexte actuel d'être digitalisées pour que les échanges et les messages puissent se faire avec célérité pour assurer la traçabilité, mais surtout l'efficacité et l'optimisation du temps pour ne pas perdre de l'énergie et être en souffrance uniquement parce que si on veut aller à Zéro Corée, s'il faut faire 48 heures pour y arriver, il va de soi, celui qui peut le faire en 1h30 par avion aura un gain de productivité et même de chance plus important. D'où la nécessité de développer la connectivité, de développer les échanges pour ne pas aussi avoir simplement une enclave Conakry et ses environs ou certaines villes minières qui puissent être dans une phase de modernité et le reste du pays dans une relative obscurité. La connectivité, c'est quelque chose d'essentiel pour permettre des échanges et pour permettre de distribuer beaucoup plus rapidement le savoir. Infrastructure, connectivité. Mais vous ne pouvez pas avoir cela si vous n'avez pas les sources d'énergie, l'électricité, d'où la nécessité d'encourager et d'accélérer notre stratégie sur le plan énergétique. Nous ne pouvons pas développer la transformation des mines si nous n'avons pas une capacité de production d'électricité suffisante. D'où la nécessité, à ce niveau-là, d'avoir, sur le plan des questions énergétiques, une politique, une stratégie. Et si tout se passe bien, d'ici l'année prochaine, avec tous les projets énergétiques qui sont mis en œuvre, je pense que nous pourrons générer une production supplémentaire de 1,2 à 1,4 gigawatts d'électricité qui nous permettra de ne plus être dans une situation de pénurie, mais dans une situation de relative abondance au niveau de la production énergétique. L'eau et l'énergie, ça va ensemble. Vous avez les infrastructures, vous avez la connectivité, vous avez l'énergie, vous avez l'eau, les villes peuvent se développer. L'agriculture, à partir de ce moment-là, aura la possibilité de prendre un élan avec des possibilités de transformation un peu partout à l'intérieur du pays. Donc, mais ça, c'est 4 aspects. L'aspect qui est souterrain, qui doit accompagner tout cela, c'est le capital humain. Le capital humain, il faut des hommes et des femmes éduqués, formés, en bonne santé,
qui vivent dans un environnement décent à travers l'urbanisation, à travers, disons, une mobilité qui leur permettra d'évoluer dans un environnement où ils peuvent s'épanouir. Donc, le capital humain, à travers l'école, à travers les centres de santé, les hôpitaux, et aussi avec les infrastructures, tout cela permettra de mettre l'environnement global dans une possibilité d'être une base susceptible d'intéresser les investisseurs, les hommes et les femmes qui veulent investir pour amener le travail chez nous, utiliser et employer nos compatriotes pour que, grosso modo, le pays puisse être dans un chantier vertueux pour la croissance, la lutte contre la pauvreté. Et à partir de ce moment-là, je pense que la Guinée sera arrimée dans une logique qui permettra à terme d'être dans de bonnes conditions. Mais si vous avez tout cela, vous n'avez pas la stabilité institutionnelle, c'est comme si vous n'avez rien du tout. D'où la nécessité de tenir compte de tous ces paliers, de ces piliers, pour ne pas, disons, avoir une vision à géométrie variable déséquilibrée. L'indispensable nécessité de coordonner tout cela nécessite une vision, une démarche où les équipes se parlent, les idées sont partagées, la population est informée, les responsables à tous les niveaux sont intimement associés à la dynamique, et c'est cela qui permettra d'être dans une logique de poursuite d'une longue continuité de croissance et de transformation en profondeur de la société guinéenne. Nous formons une collectivité humaine. L'unanimisme ou l'uniformisation n'est pas une chose qui dans le monde existe. Les couleurs, les oiseaux, les plumages, le feuillage, c'est la diversité. Et c'est dans la diversité et ces contradictions inhérentes que le progrès et les élans peuvent germer. C'est important que dans une équipe gouvernementale, qu'il y ait des comportements, des tendances les plus variées. Et c'est ça qui fait la richesse de ce gouvernement et de ses équipes. L'essentiel, que les choses puissent se faire dans la vision de bâtir le projet qui est défini par le président de la République avec intelligence et avec le sens, disons, de la communion avec l'ensemble des autres sphères d'activité. Maintenant, lorsque vous donnez des lettres de mission, il y a des contrats de performance qui sont adossés à ces lettres de mission qui feront l'objet, dans un laps de temps bien déterminé, d'évaluation pour tenir compte des aspects positifs, des aspects négatifs, des aspects qu'il faut améliorer, aussi bien pour la gouvernance au niveau des départements que pour l'atteinte des objectifs assignés. Et je vais vous dire que les ministres, eux aussi, donneront des lettres de mission à leur département et définiront des contrats de performance à leurs équipes pour que dans l'ensemble, nous soyons une société ou une équipe qui est focus sur le résultat et non pas focus sur des considérations périphériques, les égos, les humeurs, etc. Parlons de la communication du gouvernement. Aujourd'hui, la politique nationale d'information et de communication de la Guinée est en cours d'élaboration. Elle tient en compte tous les aspects et définit quelques axes stratégiques. Cette politique est financée entièrement par le PNUD. Ne serait-il pas nécessaire aujourd'hui que le gouvernement dans son ensemble puisse se mobiliser pour accompagner cette politique, sachant qu'aujourd'hui, la communication gouvernementale, je dirais pas est vacille, mais chacun sa part de tous les sens. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il y a de cela une année, quelques mois, vous êtes à la tête de ce gouvernement. C'est maintenant qu'on apprend que les lettres de mission sont assignées aux membres du gouvernement. Est-ce que ça n'a pas un peu tardé ces lettres de mission?
Hein? Et puis, est-ce que le contenu dans ces lettres de mission, sachant que la Guinée, cette année, c'est une période électorale, est-ce que l'accent a été mis pour que ces départements concernés dans l'organisation des élections, pour qu'ils puissent s'investir davantage, pour que au moins cette période électorale voit le jour? Je parle par exemple du MATD, du ministère de l'Information et de la Communication, du côté des finances pour la mobilisation des fonds. Merci. Merci, Monsieur Mara. Comme vous l'avez dit, par exemple, je prends une allégorie ou un schéma, le corps humain. À un certain moment donné, vous pouvez avoir faim, mais l'objectif à ce moment-là, c'est comment trouver la nourriture, que faut-il manger, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, le cerveau continue à faire ce qu'il a à faire, le cœur de même, etc. Donc cela veut dire un gouvernement, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est focus par rapport à une activité essentielle, importante, que tout le reste doit être mis de côté. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Tout doit aller ensemble. Et les lettres de mission pour chaque ministre concernent son département et les tâches fondamentales qui sont assignées d'abord à son ministère avec des aspects particuliers qui tiennent compte des directives et des instructions du président qu'il faudra mettre en œuvre dans le secteur. Voilà grosso modo ce qui a été fait pour chaque lettre de mission, avec bien entendu un accent particulier avec les urgences et les besoins du moment. Maintenant, les contrats de performance permettront de juger de la célérité, de la qualité du travail qui sera fait à ce moment-là. Maintenant, vous me dites, les lettres de mission, est-ce que c'est pas trop tard? Nous ne travaillons pas pour quelques mois. Nous mettons dans le cadre actuel une dynamique de refondation de l'État. Je veux être très clair là-dessus. Ce que nous faisons, nous préparons le pays à s'inscrire dans une gouvernance avec une méthodologie qui va se parfaire au fil du temps en tenant compte de nos insuffisances et des réalités spécifiques à chaque moment pour aller encore beaucoup plus en profondeur. C'est le G qui est donné et les lettres de mission, c'est le fruit d'une expérience, d'une observation, d'un voyage et d'un contact direct avec les réalités les plus profondes du pays. Et pour que ces lettres de mission ne soient pas un copier-coller, il fallait qu'on ait l'immersion. Il fallait qu'on vive ce qu'on a vécu l'année dernière. Une situation particulièrement difficile avec l'explosion du dépôt du carburant où je ne cesserai jamais de saluer la forte capacité de résilience de nos compatriotes qui avaient vécu le Ramadan de 2024 dans des conditions particulièrement difficiles. Ça ne les a pas empêchés d'avoir confiance et d'espérer. Aujourd'hui, cette année, il n'y a pas pratiquement eu de coupure d'électricité pendant toute la période d'étiage. Au contraire, il y a eu une desserte satisfaisante. Donc, cela veut dire, avec le temps, à chaque étape, les choses s'améliorent et c'est dans cet élan-là que les lettres de mission vont permettre d'enraciner cet effort de changement, cet effort de transformation positive du pays dans le moyen terme et le long terme. Et les habitudes que nous voulons inscrire, ce ne sont pas des habitudes pour un gouvernement de manière spécifique, c'est pour tous les gouvernements qui se succéderont à la tête de la République de Guinée. Et ça, pour un temps le plus éloigné possible. Parce que ce qui est fondamental, c'est d'inscrire la stabilité comme étant un objectif. Stabilité ne veut pas dire les mêmes, est-ce que vous voyez? Stabilité veut dire que nous suivons la même logique. Et c'est la raison pour laquelle la communication d'aujourd'hui, c'est de partager avec le plus grand nombre des valeurs, des objectifs de recherche, de méthodologie et de culture politique partagée pour que, quels que soient les hommes et les femmes d'envergure qui auront des responsabilités aujourd'hui et demain, qui s'inscrivent dans le même élan.
c'est le vœu et le souhait exprimé par le président de la République qui a dit l'autre jour, ce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour que d'autres, lorsqu'ils viendront, poursuivent notre travail dans la même direction, pour que le pays puisse être enraciné dans une logique de progrès. Et je vais vous dire également, pour éviter, disons, ces changements intempestifs, nous inscrivons le budget programme. Le budget programme, cela veut dire qu'il y a des aspects essentiels de notre changement sur le plan économique ou sur le plan social qui nécessitent des actions. Ces actions doivent être indépendantes du ministre ou de la personne qui est à la tête d'un département. C'est la raison pour laquelle le budget programme, pour que quiconque arrive à un ministère, doit inscrire son action dans une logique de programme, parce qu'on ne peut pas commencer un programme et l'année prochaine changer de programme. Non, il faut, lorsqu'on commence un programme, il faut envisager, disons, la finition pour que le pays puisse évoluer de manière stable, de manière cohérente pour le progrès du pays tout entier. D'où les réponses que je souhaite donner à votre question. Nous nous inscrivons dans la durée, dans une logique de transformation durable et dans le partage d'une méthodologie de gouvernance qui exclut des changements intempestifs selon la tête de la personne au niveau d'un département ministériel, par exemple. Moi, j'aimerais regarder un peu dans l'environnement économique, notamment dans les mines. J'aimerais savoir pourquoi la Guinée n'a-t-elle pas encore publié les conventions et les annexes de Sambou. Est-ce que cela sera-t-il fait? Et est-ce que vous ne craignez pas aussi que la non-publication de ces documents mette la difficulté dans vos programmes avec notamment le Fonds monétaire international? Ça, c'est ma première question. J'aimerais que vous la répondiez. Bien, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ils sont parfois mieux informés que nous, même sur des dossiers concernant notre propre pays. Donc, cette question, certes, elle est légitime, mais elle est un peu, j'allais dire, provocante, pas de manière agressive, mais en toute fraternité. Nous nous engageons progressivement dans une logique où il y a une rude compétition. Vous savez, dans le monde économique aujourd'hui, il y a des développements qu'on appelle l'intelligence économique. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts qui veulent savoir qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous voulez aller. D'où la nécessité d'avancer prudemment pour ne pas mettre sur la place publique vos stratégies au risque d'être, disons, que vous vous retrouviez dans une logique où certains risquent de vous damer les pions. Nous sommes dans un monde extrêmement âpre de compétition au-delà des continents et de ce point de vue, il faut avancer prudemment, intelligemment, gérer les informations stratégiques avec beaucoup plus de prudence et ne pas faire comme si nous étions dans un monde où il n'y a que des agneaux. Quand sera meublée la compagnie du Transguinéen? Non, on est quand même autant. Ne nous intéressons pas au poste, intéressons-nous à toutes les actions permettant de faire en sorte que les rails soient terminés, que les trains soient construits, que les locomotives soient installées et d'ici là, des nominations, c'est une question de quelques heures. Donc, alors que la construction d'un train, la construction des rails, la mise en place des infrastructures peut prendre du temps. Donc, votre question, je dois dire qu'elle est intéressante, mais elle est un peu périphérique par rapport à la nécessité absolue aujourd'hui d'avoir les infrastructures et par la suite, avant le lancement, bien entendu, tout sera meublé. Est-ce qu'on peut savoir
si le gouvernement connaît l'origine de ce phénomène et si oui, quelles sont les mesures correctives qui sont envisagées pour endiguer le phénomène. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde porte sur l'aspect connectivité que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, le gouvernement a repris une bonne partie de la société MTN à l'époque, l'ancien sans oublier que le gouvernement a aussi Guinée Télécom. Mais il se trouve que dans la pratique, il n'y a pas beaucoup d'avancées pour les populations, pour les usagers. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pendant qu'il y a des investisseurs, y compris de très sérieux, qui ont fait des offres très sérieuses? Il y en a une qui a fait un offre d'investissement de plus de 300 millions de dollars pour reprendre MTN, mais les portes ne sont plus fermées. Qu'est-ce que le gouvernement envisage réellement à court et moyen terme à ce niveau aussi pour assurer la collectivité que vous avez? Merci. Merci. C'est de notre responsabilité d'assurer la viabilité et la pérennité de toutes nos entreprises. Et de ce point de vue, je peux vous assurer que le gouvernement est conscient de la problématique du secteur des télécoms. Et c'est la raison pour laquelle il faut aller vite, mais il faut aller prudemment. Le secteur des télécoms dans ce pays a toujours, depuis très longtemps, connu des situations particulièrement difficiles. La Sotelgui, que vous connaissez, bien avant. Ensuite, Celcom et d'autres compagnies téléphoniques n'ont pas pu prospérer. Heureusement, il y en a une ou deux qui se tirent bien d'affaire. C'est la nécessité qui amène le gouvernement à faire preuve de ce point de vue de prudence. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'en ce qui concerne le secteur des télécoms, la ministre en charge de ce secteur a dans sa lettre de mission les objectifs qui lui ont été assignés, y compris la société de téléphonie que vous venez de citer. Nous allons tout mettre en œuvre pour que très rapidement, que nous puissions avoir l'architecture qui permettra d'avoir une politique en ce qui concerne le secteur des télécoms, une politique efficiente et une politique en conformité avec les intérêts stratégiques de l'État guinéen dans ce domaine. La liquidité. La liquidité, je peux vous dire que c'est un phénomène qu'il faut qu'on ausculte avec rigueur et sérieux. Nous sommes dans une phase de basculement. Nous sommes dans un pays qui, il y a quelques mois, le taux de croissance économique était en moyenne, si tout se passait bien, aux alentours de 4%, 3%. 2024, malgré une conjoncture particulièrement difficile en début d'année, 2024, la Guinée est sortie avec un taux de croissance qui avoisine les 7%, ce qui est extrêmement exceptionnel. Donc, il y a des chantiers d'envergure dans le pays qui nécessitent à ce niveau-là des ajustements à tous les niveaux. Dans ce contexte, une monnaie fiduciaire très importante pourrait ne pas satisfaire les besoins de cette économie. D'où la nécessité, tout en satisfaisant en termes de moyens de paiement les usagers comme par le passé, de réfléchir et de changer de méthode et de changer aussi de stratégie en la matière. Je dois vous avouer que après notre entretien de tout à l'heure, on va se retrouver avec des acteurs du monde économique
qui travaille sur cette matière, c'est-à-dire la monnaie, pour approfondir nos réflexions et envisager dans les prochains jours des pistes permettant de résorber cette crise de liquidité qui affecte tout le monde. Dans votre introduction, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit il y a 50 ans, la Guinée il y avait une belle prévision pour la Guinée au niveau de l'avenir, tout comme certains pays, un pays comme peut-être la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que depuis lors jusqu'à maintenant, ça ne bouge pas et que on utilise chaque fois les mines comme prétexte de développement économique. Moi, ma préoccupation, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui, chaque fois les mines? Et quelle est la place de l'agriculture aujourd'hui dans cette politique de développement économique et social en Guinée? Pendant que ça marche dans d'autres pays tels que peut-être la Côte d'Ivoire comme ça. Non, vous avez répondu à votre question. Pratiquement depuis l'indépendance, la Guinée a vécu dans une logique d'économie de rente, en utilisant le secteur minier uniquement pour avoir des revenus tirés de la taxe et des impôts sur les mines. Et c'est cela qui était distribué à une administration pour les besoins de son fonctionnement. C'était pratiquement cela. Ça, c'est le schéma type de l'économie de rente. On ne crée pas de valeur. On extrait la matière première, elle prend la route ou les chemins de fer pour aller vers le port, et puis la transformation se fait ailleurs. C'est cela que nous voulons briser. Et c'est cela qui est en train d'être mis en œuvre avec la remise à plat du cadastre minier dans le cadre d'un assainissement. C'est de permettre désormais à la Guinée d'envisager une autre façon de gérer le secteur des mines. L'objectif, ce n'est pas extraire la matière première et l'exporter. L'objectif, c'est de transformer la matière première sur place, créer des valeurs, rentrer dans une chaîne de création d'unités industrielles. C'est cela qui permettrait de permettre à nos compatriotes d'être plus riches et de créer des sources d'activités susceptibles de résorber le chômage. C'est dans cette logique que nous voulons aller. Et cette logique nécessitera bien entendu ce que nous appelons aujourd'hui la diversification de notre économie, parce que nous ne voulons plus être une économie de rente, mais nous voulons être une économie diversifiée avec le secteur agricole qui est l'un des piliers, les pourvoyeurs de richesses et pourvoyeurs d'emplois, sera valorisé parce que c'est à ce niveau-là, avec la transformation des produits de base, que nous pouvons arriver le plus rapidement possible à un tissu industriel de PME. Donc, c'est dans ce cadre-là que les piliers sur lesquels nous voulons adosser notre démarche doivent être des piliers qui touchent tous les aspects, aussi bien les mines que l'agriculture, que l'élevage, la pêche, le tourisme, la culture, etc., etc. C'est comme ça qu'une nation pourra évoluer de manière harmonieuse, créer de la valeur, créer de la richesse, faire émerger des hommes et des femmes de talent et participer aussi à l'essor d'un monde plus apaisé et plus solidaire. Alors moi j'ai deux questions qui concernent le projet de Simandou, une sur les infrastructures et une sur l'emploi. Je vais y aller peut-être une par une. Sur les infrastructures, Rio Tinto a fait savoir qu'il n'y aura pas de port en eau profonde, qu'ils vont plutôt faire un port de barge pour exporter le fer. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous informer sur ce sujet? Sur les infrastructures encore, le chemin de fer, il a été dit à de nombreuses reprises que le chemin de fer sera multi-usage, à la fois pour les minerais, pour les marchandises, pour les passagers. Mais parmi les experts qu'on peut consulter, il y a un consensus pour dire que c'est pas possible parce que les entreprises minières vont exporter une quantité telle de minerais qu'ils vont exploiter le chemin de fer au maximum de ses capacités. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez donner votre position? De toutes les façons, Monsieur Tanguy, merci pour vos questions. Il y a 4 ans,
personne ne pouvait imaginer que le projet Simandou minier pouvait devenir une réalité. Laissons le temps au temps. Le gouvernement a sa responsabilité et notre objectif, c'est de ne pas adosser le développement économique de la Guinée sur un seul projet. Et le programme Simandou 2040, ce n'est pas un projet lié seulement au projet minier Simandou, mais ça va toucher les autres secteurs de la vie du pays. Et nous envisageons et nous réfléchissons à d'autres stratégies d'exploitation minière, de transformation qui feront que la Guinée pourra évoluer de manière équilibrée en capitalisant toutes ses ressources de manière diversifiée, tant en ce qui concerne la territorialité qu'en ce qui concerne les spécificités du produit pour avoir une vie équilibrée, prometteuse. Nous ne sommes pas un pays qui dépendra d'un seul projet. Au contraire, nous voulons avoir plusieurs projets. Le corridor sud, à travers le Transguinéen qui est le chemin de fer de Forêt-Carrière jusqu'aux confins du mont Simandou. Et nous allons développer d'autres corridors, par exemple le corridor nord, la zone bauxitique, où nous développons et nous cherchons dans la phase actuelle à développer la transformation de la bauxite en alumine. Et nous allons aussi travailler dans le développement, disons, de production des sous-produits tirés de la transformation de la bauxite pour arrimer la Guinée sur une chaîne de valeur les plus prometteuses et les plus enrichissantes possibles. Et je dois vous dire, comme vous le savez, il y a différents projets. Il y a SPIC au niveau de Bofa, il y a Alteo dans les environs de Kamsar, il y a autres projets sur lesquels je ne m'aventurerai pas pour le moment, en attendant que cela entre en maturité, qui irrigueront un espace géographique où beaucoup d'industries, dans le cadre de la transformation de la bauxite, pourront évoluer et pourront stabiliser les territoires, puisque nous voulons avoir aussi bien le Simandou d'un côté que les autres secteurs sur le plan minier de l'autre, mais tout en, comme M. Camara l'a fait remarquer tout à l'heure, développer à outrance la production agricole, la transformation des produits agricoles, parce que c'est cela, en définitive, qui donnera du travail, qui équilibrera les sociétés et qui permettra de lutter de manière beaucoup plus efficace contre la pauvreté. Alors ma deuxième question elle portait sur l'emploi, dans le cadre de Simandou toujours. Rio Tinto et Winning Consortium vont licencier au cours des prochains mois probablement plusieurs milliers, voire plus d'une dizaine de milliers de travailleurs, une fois que les infrastructures leur construction sera achevée et que le projet va trouver son rythme de croisière. Est-ce que c'est une question qui inquiète le gouvernement et comment est-ce que vous comptez la gérer? Et puis peut-être juste pour revenir en arrière sur le port en eau profonde, est-ce que ou pas? Est-ce que vous pourriez nous dire est-ce qu'il y aura ou pas un port en eau profonde finalement dans le projet? Vous avez répondu à votre question. C'est-à-dire, lorsqu'on a une vision pessimiste, on croit que un projet commence et à la fin de ce projet, dans sa phase de construction, c'est comme si rien d'autre ne va émerger. La vie n'est pas comme ça. Lorsque vous avez un arbre qui pousse à un endroit, vous verrez immédiatement avec le temps que progressivement, il y a des arbustes un peu partout qui poussent parce que c'est cela la vie. Il y aura d'autres projets sur lesquels, avec intelligence, nous utiliserons cette main-d'œuvre qui aura eu une expérience dans d'autres domaines vers d'autres secteurs névralgiques, industriels, économiques qui vont se développer. La Guinée est dans une phase de transformation en profondeur. Le Simandou
et Alpha et le reste va se poursuivre dans des projets structurants un peu partout à travers le pays. C'est la raison pour laquelle la culture économique, la vision stratégique exprimée par le président doit être partagée et connue par tous pour qu'on se rende compte que nous sommes dans une logique de diversification de nos schémas industriels, de nos pôles de développement économique et aussi en tirant avantage de tout ce que nous pouvons tirer des coopérations avec les pays limitrophes. Avant-hier, j'étais avec le Premier ministre Ousmane Sonko, mais l'essentiel de nos discussions, c'était de faire en sorte que chacun de nos États, de la Mauritanie jusqu'en Côte d'Ivoire, qu'on mutualise nos forces et que nos projets économiques puissent évoluer de manière complémentaire. Dans quelque temps, avec le gaz du Sénégal, nous avons besoin d'aller de manière beaucoup plus accélérée dans une logique de transformation de la bauxite en alumine, de l'alumine aux sous-produits de la bauxite pour arriver à l'aluminium. Et toute cette chaîne de valeur nécessitera beaucoup d'énergie et la complémentarité entre les gouvernants, avec les économies, nous permettront d'y arriver avec efficacité en prenant en compte les intérêts de chacun de nos États. L'industrialisation, c'est un processus tellement, disons, qui est source de beaucoup de transformation. Je veux dire, par exemple, prenez la vision du roi Mohamed VI en créant Tanger, Mède, le port aux confins, juste entre l'Europe et l'Afrique. Lorsque le port a été construit, le port en eau profonde, immédiatement, il y a un écosystème qui s'est greffé autour. Des usines sont venues s'installer de construction d'automobiles. Nous aussi, le processus sera le même. Que les gens aient une vision optimiste, tout en n'étant pas, comment on appelle ça, dans un optimisme béat, mais dans un optimisme qui appelle à la responsabilité, qui appelle à la réflexion, qui appelle au changement, parce qu'à tout instant, il faut se mettre dans une logique de compétition pour ne pas prendre du retard et pour répondre également à des besoins concrets qui se posent. C'est vrai que la question de l'utilisation des hommes et des femmes qui auront construit les chemins de fer, où est-ce qu'il faudra les redéployer? Nous aurons d'autres lignes de chemin de fer. L'objectif, c'est de réhabiliter le Conakry, Cancan et au-delà. Demain, une autre ligne de chemin de fer pourra émerger. Donc, la capitalisation des valeurs ajoutées en termes de compétences, en termes d'expérience, permettra d'aller beaucoup plus vite dans d'autres secteurs industriels qui nécessiteront l'utilisation des hommes et des femmes d'expérience. Laissons le temps au temps. Les industriels ont leur stratégie. Le gouvernement aura la sienne et travaille sur le fait que la Guinée, fondamentalement, de par sa position géographique, de par ses atouts naturels, a nécessairement besoin d'un grand port en eau profonde sur lequel nous pourrons arrimer toute une logique industrielle et de développement et de hub susceptible de transformer en profondeur ce pays pour des siècles et des siècles. Mes questions vont porter sur le budget programme et le rachat de la société MTN par l'État guinéen. D'abord, pour ce qui est du budget programme, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cadre de sa conception? Est-ce que le budget 2026 sera le top départ de ce budget programme et quelle est la durée qui lui sera assignée? Ce sera à court, à moyen ou à long terme? Ça, c'est ma première question. La seconde, sur le rachat de MTN, le souci qu'on a, c'est est-ce que MTN survivra? Parce que la plupart des sociétés que l'État a rachetées ont fini par mourir de leur belle mort. Et est-ce que MTN
survivra? Qu'est-ce qui est fait pour que cette entreprise puisse reprendre, reprendre vie, mais surtout résister au temps? Je prendrai pour exemple frappant que j'ai constaté hier ou avant-hier au pont à péage de Tanene, j'ai constaté qu'aucun véhicule administratif ne payait la traversée. Et pour ce qui est d'une société de téléphonie, je m'imagine tout bonnement que ce sera aussi le cas. Un service public ne paiera. Et est-ce que ça ne va pas pousser cette société à mourir dans les années à venir? Bien. Je commencerai par la fin. Il y a moins de 10 jours, j'étais à Fria pour exprimer la solidarité du gouvernement suite au sinistre dû à la tempête. Je suis passé par Tanene. Mais dans le véhicule, j'ai les tickets que nous avons tirés puisque nous avons payé la traversée, le passage au poste de péage. Et je leur ai dit, il ne faudrait pas qu'un véhicule administratif, quel qu'il soit, passe ici sans payer les droits. Parce que c'est en cela que lorsque vous êtes en situation de responsabilité, il faut donner le bon exemple. Et nous avons payé notre passage au poste de péage de Tanene. Et tous ceux qui ne le feront pas, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas dans une logique d'exemplarité et les agents qui sont chargés de collecter les droits ont l'obligation de faire en sorte que tout le monde paye le passage parce que l'objectif, pour ne pas alourdir les charges de l'État, les crédits importants que nous utilisons pour avoir des infrastructures, on doit générer des ressources adossées à ces infrastructures, par exemple, pour rembourser le crédit. Et il ne doit pas y avoir de privilège pour ne pas payer le droit de passage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tant que nous sommes en possibilité de faire en sorte que nos entreprises vivent, nous allons les faire vivre. Et vous savez, depuis 3 ans, il y a eu des situations, il y a eu des réalités, il y a eu des structures qui étaient pratiquement abandonnées et qui ont repris une nouvelle vie dans le contexte actuel. Je prends l'exemple du Cerescore de Rogbani. C'était abandonné. C'était le lieu où les chèvres et les moutons passaient leur temps. Et je ne raconte pas des choses pour faire plaisir aux uns et aux autres, mais c'était une réalité, oui ou non? Aujourd'hui, ces édifices abritent la cité des sciences et de l'innovation. Nous avons l'obligation de faire redémarrer le pays tout entier. Pas simplement des entreprises de téléphonie, mais l'ensemble des éléments de patrimoine que l'État possède. Et nous n'allons pas laisser mourir des entreprises de téléphonie qui sont de loin beaucoup plus faciles à générer une rentabilité et à assurer par elles-mêmes leur propre pérennité. Le budget programme, vous savez, c'est une logique, c'est une transformation mentale, de ne pas vivre à l'instant, de ne pas prendre uniquement ces impulsions du moment pour dire je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est dans une logique sereine de participation, de concertation et d'édification des éléments permettant d'asseoir les bases d'un développement économique harmonieux et concerté. Et ça va prendre du temps parce que d'habitude, on vit à l'instant. Chaque ministre, par le passé qui arrive, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ça va changer. Les ministres actuellement ont l'obligation d'anticiper sur le programme de l'année prochaine, sur le programme de l'année prochaine +1, +2. Et c'est cela qui amènera de la discipline, de la rigueur pour que les ressources publiques adossées à la réalisation des programmes puissent se faire et non pas
faire des sauts de puce à tout instant. Donc, ce sera une transformation même dans l'administration publique et dans les ministères qui ne seront pas mus par, disons, les pulsions ou les sentiments d'un moment d'un administrateur ou d'une personne à la tête du département. Ça doit être une logique qui permettra d'asseoir une gouvernance économique, une gouvernance financière de telle manière qu'une nouvelle culture puisse s'inscrire, de ne plus vivre pour l'instant, mais de se projeter pour des années et des années, et en sachant que nous sommes que des, comment on appelle ça, des hommes et des femmes qui passent le témoin à d'autres. Je voudrais revenir sur le projet Simandou. J'ai deux questions. Comment Simandou, qui représente tant d'espoir pour la population guinéenne, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut verrouiller pour que ce projet continue à être une priorité pour le futur gouvernement après les élections. Comment est-ce que cela puisse se faire? La seconde, c'est au niveau des élections toujours. Est-ce qu'au sein du gouvernement, on essaie déjà de réfléchir à l'organe qui sera chargé d'organiser les élections? Bon, il y a certaines questions qu'il faudra poser directement au président de la République, puisque c'est lui le maître du temps et le maître de la décision au moment où il faut prendre certaines décisions qui pilotera la campagne, etc., des trucs de ce genre. Mais par rapport au programme Simandou, le programme Simandou, pourquoi c'est un programme 2040? C'est pour faire en sorte que d'ici 2040, que nous ayons pu réaliser un certain ensemble de projets concrets permettant d'asseoir un État, une société, une gouvernance, une capacité de faire émerger des ressources humaines de qualité de telle manière qu'en 2040, que la Guinée puisse être considérée comme un pays stable, un pays institutionnellement démocratique et un pays solidaire et juste dans le cadre d'une économie très diversifiée. Et cela passe par le développement de tous ces multiples aspects qui fera que l'école marchera mieux, que les centres de santé, les hôpitaux permettront de soigner les gens, que au niveau du développement du capital humain de 0 à 3 ans, 4 ans, avec les politiques de nutrition, avec les politiques de vaccination, avec les dynamiques à l'école, nos enfants de demain seront des hommes et des femmes en capacité de développer leur plein potentiel. Je dois vous dire, aujourd'hui, j'ai été très heureux. Très heureux. Ça a permis de montrer que ce pays regorge de talent. Il suffit de mettre les infrastructures de base. Avant de vous recevoir, j'ai reçu 3 champions. Ablaye Cissé, Ibrahima Sow et Bienvenue Sonomou. 3 ingénieurs qui ont été primés 2e à une compétition internationale, mondiale que Huawei a organisée. Et ce sont des jeunes gens qui ne sont pas des jeunes gens issus, disons, des universités de je ne sais quoi. Ils sont tirés du cru. Il y a l'un d'entre eux, il y a quelques mois, il était stagiaire ici. C'est pour dire, ils ont été seconds dans une compétition mondiale qui a concerné 210 000 candidats avec 2000 universités. Et que nous ayons, malgré notre situation de pays pauvres, de pays avec ces insuffisances de toute nature, que nous ayons 3 de nos jeunes gens à ce niveau. Et bon, il y a 2 semaines, vous avez vu les 2 jeunes enfants pour la dictée au Canada. C'est pour dire qu'il faut faire confiance aux Guinéens. Donnons-leur les possibilités de s'exprimer, de faire, d'éclater, de s'épanouir, et vous verrez de grands champions.
dans les domaines les plus variés ici. D'où la nécessité d'avoir une économie diversifiée, une économie stable, des institutions solides, une lutte accrue contre la pauvreté, parce que de la pauvreté étouffe, la pauvreté écrase. Et si on combat la pauvreté avec le développement du capital humain, vous aurez des hommes et des femmes mondialement qui pourront rivaliser avec n'importe quel autre dans le monde entier. L'objectif pour le secteur minier, faire de la bauxite pour la Guinée, ce qu'est le pétrole pour l'Arabie saoudite. Et nous avons la chance d'avoir beaucoup d'autres ressources de ce côté-là. Et nous avons également la chance d'avoir une agriculture des terres, de l'eau, qui constitue une richesse extrêmement importante dont nous devons tirer un grand profit pour mettre ce pays au travail, mettre les populations au travail par le développement agricole, par la transformation à la base, en encourageant, disons, des investisseurs dans ce domaine. Et je suis heureux de constater un peu partout, lorsque je suis allé à Koundara, à Ditine, dans Dalaba, des jeunes gens qui se sont investis dans le secteur agricole, qui prospèrent. Il nous appartient en tant qu'hommes et femmes en situation de responsabilité de les accompagner et d'assurer la transformation économique et sociale de ce pays. Après plus d'une année à la tête du gouvernement, quels sont les secteurs où les difficultés persistent le plus et quelles en sont les raisons? Bon, je pense que il faut que les Guinéens apprennent à travailler ensemble. Il faut que, de ce point de vue, qu'il y ait une capacité de s'oublier pour mettre en avant l'intérêt national, l'intérêt général, pour savoir que chacun d'entre nous est un pion d'un puzzle d'une grande complexité. Il y a une vision incarnée par le président de la République. Comment le mettre en œuvre? On ne peut pas le mettre en œuvre en étant agité, mais on doit le mettre en œuvre et c'est possible de le mettre en œuvre de manière ordonnée, de manière cohérente. Donc, développer les capacités pour mutualiser, pour développer des synergies, pour une discipline personnelle à tous les niveaux et une responsabilité individuelle et collective. Si on parvient à faire cela, la Guinée ira trop loin et très rapidement. Aujourd'hui, la Guinée, c'est vrai que est en chantier, les immeubles, les routes, ça pousse par-ci et par-là, mais on constate un manque criard de ciment aujourd'hui, malgré la présence des unités industrielles en Guinée. Est-ce que votre gouvernement s'intéresse à ce fait? Parce que des entrepreneurs se plaignent par-ci, par-là, les sociétés en charge de construction des routes, des immeubles, aujourd'hui, il n'y a pas de ciment. Bien. Moi, je dois dire que d'un côté, c'est vrai, cette pénurie momentanée et conjoncturelle, je l'espère bien, est un indicateur que ce qui arrive à la Guinée est pour beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans le monde, disons, du travail, qui les a surpris. Les besoins ont été sous-estimés. Nous avons peut-être encore un regard tourné vers le rétroviseur et non pas un regard vers l'avant. Il faut savoir que l'économie de ce pays est en train de se transformer en profondeur. Si c'est quelques pourcents, près de 7% de taux de croissance pour 2024, 2 chiffres pour l'année prochaine. Si cette année nous n'atteignons pas les 2 chiffres, 2026 nous serons à 2 chiffres. Un niveau d'inflation avec le rebasement, c'est-à-dire en prenant en compte, disons, les indicateurs et les statistiques sur l'ensemble du territoire de 3%. Cela veut dire que nous avons un taux d'endettement relativement modéré en nous comparant aux autres pays économiquement comparables et aux pays limitrophes. Ce sont des atouts majeurs. Il faut que les gens se rendent compte
que nous sommes dans une phase d'accélération du développement économique de la Guinée, avec des nouveaux besoins qu'il faudra satisfaire. D'où la nécessité pour des industriels déjà installés d'investir pour développer de nouvelles capacités de production. Et si ils n'y parviennent pas, il va de soi que d'autres unités industrielles dans le même secteur vont émerger. Donc, nous sommes dans cette situation qui est une vision positive du processus de changement qui est en train de s'inscrire dans la durée. Merci beaucoup.